Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mathématiques et maladies infectieuses, c'est-à-dire de l'utilisation des mathématiques pour étudier les maladies infectieuses et éventuellement les combattre et les contrôler. Donc je vais commencer par un historique. Vous allez voir qu'il commence au XVIIIe siècle. Puis je balayerai un certain nombre de modèles et de résultats de base qui ont été obtenus au cours des dernières décades. Et enfin, je parlerai des nouveaux défis qui se posent à la recherche en épidémiologie mathématique. Alors, en fait, ça fait 350 ans que les mathématiques sont associées à l'étude et à la lutte contre les maladies infectieuses. Au cours des dernières décades, des résultats solides ont été obtenus et il y a de nouveaux défis, à la fois des défis pour la médecine et pour les mathématiques qui essayent d'aider les médecins. Alors, le début, je pense, c'est Daniel Bernoulli. Donc, Daniel Bernoulli était un mathématicien et médecin suisse qui est né en 1700, qui est mort en 1782. Et en 1760, Bernoulli utilise le calcul différentiel qui avait été développé au siècle précédent par Leibniz et Newton pour montrer que malgré ces risques, la vaccination antivariolique prolonge de 26 ans 7 mois à 29 ans 9 mois l'espérance de vie. Alors, j'explique le contexte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, on est au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, la variole, qu'on appelle aussi la petite vérole, était une maladie très redoutée. On estime qu'elle a tué 50 millions d'Européens au cours du siècle des Lumières. Bon, cette maladie est complètement éradiquée aujourd'hui, vous n'avez plus à vous en soucier. Vers 1720, l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople avait observé des pratiques d'inoculation de la variole, une forme de vaccination pratiquée en Turquie par des femmes, et elle convainc des médecins anglais de lancer cette pratique en Europe. Donc il s'agissait exactement d'une vaccination, on inocule la variole, mais en espérant que la maladie sera bénigne et que la personne qui a été ainsi vaccinée sera immunisée contre la maladie. Donc cette dame convainc des médecins anglais de lancer cette pratique en Europe. Celle-ci commence à se développer, mais très vite, des accidents sont survenus. Dans 0,5 à 2% des cas, les patients mouraient. En fait, il semble que les médecins ont pratiqué les choses très différemment de la façon dont ça se pratiquait à Constantinople. Peut-être aussi que les conditions climatiques, etc. Enfin, bon. Je ne sais pas exactement quelle est la raison, mais en tous les cas, il y a eu ces problèmes. Et du coup, une polémique s'est développée. Et beaucoup ont voulu faire cesser cette pratique, jugée trop dangereuse. Il y a toujours l'idée que on n'a pas envie de se faire vacciner si on sait qu'on a de l'ordre d'une chance sur 100 d'y passer. Et on préfère se dire que peut-être on ne sera jamais atteint par la maladie. Alors, Bernoulli a réfléchi au problème et il a voulu démontrer qu'il valait mieux inoculer, que ça prolongeait l'espérance de vie. Alors je vais essayer de vous expliquer comment il a procédé. Alors, il avait les données suivantes. Il connaissait le taux, on savait estimer le taux des décès dus à la variole par année et par individu susceptible. On connaissait la proportion des malades qui meurent de cette maladie et, par ailleurs, la proportion des personnes inoculées qui en décédaient. Et par ailleurs, Bernoulli a utilisé une table de mortalité de la ville de Breslau en Allemagne. À partir de cette table de mortalité, il a soustrait les mortalités dont il pouvait estimer qu'elles étaient dues à la variole. Et donc, il obtient la mortalité telle qu'elle serait s'il n'y avait pas la variole. Il rajoute les morts dues à l'inoculation et il en déduit que ce que serait l'espérance de vie si tout le monde était inoculé et donc qu'il n'y avait plus d'épidémie de variole. Et il établit qu'elle est supérieure, comme je l'ai indiqué juste avant, à l'espérance de vie actuelle dans la ville de Breslau. Et ce travail de Bernoulli, bon, je n'ai pas le temps de le détailler, mais il y a des publications récentes qui expliquent ce travail. C'est considéré comme le premier travail de modélisation mathématique motivé par les sciences de la vie. On peut considérer ainsi que 1760 est la date fondatrice des biomathématiques. Et donc 1760, c'est la date de parution du mémoire de Daniel Bernoulli à l'Académie.
l'Académie royale des sciences de Paris. J'ajoute pour la petite histoire que d'Alembert a lancé la polémique. Il n'était pas du tout d'accord avec les conclusions de Bernoulli, mais semble-t-il, il n'avait pas de très bons arguments. Le travail de Bernoulli était un travail sérieux. Bien, ensuite, je saute beaucoup plus tard pour dire un mot sur le paludisme. Alors, le paludisme, c'est une maladie qui est encore une maladie très grave, qui est une des maladies endémiques qui tue le plus d'humains. Elle tue un enfant toutes les 30 secondes en Afrique, entre 1 et 3 millions de personnes par an. 2 milliards d'individus, soit 40% de la population mondiale, sont exposés. Et on estime à 500 millions le nombre de cas cliniques survenant chaque année. Et vous savez qu'au cours des siècles précédents, le paludisme sévissait dans beaucoup plus de régions, notamment en Provence et en Corse, dans les régions humides du sud de la France. Donc ça, c'est la carte des zones qui sont actuellement infestées par le paludisme, les zones de transmission palustre. Alors, une des personnes qui a joué un rôle important dans la lutte contre le paludisme, enfin déjà dans la compréhension des mécanismes du paludisme et puis dans la lutte contre le paludisme, c'est Ronald Ross, qui était un médecin militaire anglais, donc né en 1857, mort en 1932. En fait, il est né en Inde. Il est entré au service médical de l'armée des Indes en 1881. En 1994, il décide de conduire des expériences en Inde pour prouver les hypothèses de Laveran et Monson. Laveran, c'était un Français, un médecin militaire français, qui un peu avant qui avait isolé le protozoaire, le virus du paludisme, de la malaria, et qui avait émis l'hypothèse que ce sont les moustiques qui sont les vecteurs du paludisme. Et Manson, qui était un Écossais, avait émis la même hypothèse. Donc, et en 1897, Ross réussit à mettre en évidence le cycle du parasite dans le moustique, c'est-à-dire qu'il montre que la maladie... Il y a besoin à la fois de l'hôte, en l'occurrence l'homme, si on s'intéresse au paludisme dans l'espèce humaine, et du moustique, et que le parasite fait des allers-retours entre le moustique et l'homme, et que c'est comme ça que le parasite se développe. C'est nécessaire au développement du parasite. En réalité, Ross n'a pas mis en évidence le cycle du parasite pour la malaria des hommes, mais pour celle des oiseaux. C'est un Italien, j'ai oublié son nom, qui peu après l'a démontré pour les hommes. Et Ross a reçu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1902. Alors, par ailleurs, Ross était aussi un mathématicien. Voilà ce qu'il écrit. À vrai dire, l'épidémiologie, considérée comme l'étude de la variation des maladies avec le temps et avec les lieux géographiques, doit être abordée mathématiquement, quel que soit le nombre de variables impliquées, si on veut l'approcher de façon scientifique. Dire qu'une maladie dépend de certains facteurs, ce n'est pas dire grand-chose, sans qu'on puisse avoir une estimation de quelle façon chaque facteur influence quantitativement le résultat global. Enfin, la méthode mathématique n'est pas autre chose que l'application d'un raisonnement soigneux aux problèmes considérés. Donc Ross, pour lui, les mathématiques étaient très importantes dans la lutte contre les maladies et précisément, donc il a formulé des modèles mathématiques de la malaria, j'y reviendrai vers la fin de l'exposé. Il en a déduit qu'une façon d'éradiquer le paludisme est de ramener la densité des moustiques en dessous d'un certain seuil, ce que beaucoup de ses contemporains, des médecins parmi ses contemporains, ne comprenaient pas. Eux, ils pensaient que tant qu'on ne pourrait jamais éradiquer complètement les moustiques, il y aurait toujours des moustiques pour propager la malaria, et donc ça ne serait pas efficace. En réalité, c'est Ross qui avait raison, comme on le verra plus loin, mais pour comprendre l'argument de Ross, il faut comprendre un peu de mathématiques. Et donc, je vais essayer d'expliquer les mathématiques qu'il y a derrière cet argument de Ross. Bon, on continue un petit peu l'histoire. Donc, on est au début du XXe siècle. Ross encourage le jeune McKendricks à appliquer les mathématiques aux problèmes médicaux. Il écrit en 1911 « Nous finirons par établir une nouvelle science, mais tout d'abord, vous et moi devons ouvrir la porte. Alors n'importe qui pourra ensuite entrer s'il le désire. » Et donc, je vais vous faire rentrer à la suite de ces personnages célèbres. Donc, Kermack et McKendricks ont publié 3 articles entre 1927 et 1933. Je vous signale qu'ils ont été tous les 3 republiés par le Bulletin of Mass Biology en 1991.
où ils développent des modèles épidémiologiques. Alors, il y a quelque chose qui est très célèbre dans leur travail, c'est dans le premier article, il y a une courbe qui ajuste leur modèle aux données d'une épidémie de peste à Bombay. Et cette figure est probablement la courbe la plus reproduite dans des livres traitant d'épidémiologie mathématique. Et voici cette courbe. Donc vous voyez que ça, c'est la courbe ajustée à partir du modèle de Kermack-McKendricks. Et les données, les points, c'est le nombre de décès. Donc en abscisse, vous avez les semaines, en ordonnée, vous avez les nombres de décès. Alors en fait, tout récemment est paru un article d'un mathématicien qui argumente que les valeurs des paramètres qu'il faut mettre pour obtenir cette courbe ne sont pas très réalistes. Et donc, ça met un peu de doute sur l'intérêt. Mais en réalité, ce qu'il pense probablement, il y a ce que semble dire, si j'ai bien compris, ce que dit l'auteur, c'est que donc là, il s'agit d'une épidémie de peste à Bombay en 1906. En réalité, ces épidémies de peste étaient saisonnières. Il y en avait à peu près tous les ans. Et le modèle de Kermack-McKendricks n'était pas adapté à cette situation de saisonnalité. Donc il y aurait probablement des corrections à faire. Mais enfin, c'est tout de même, en 1927, il y a tout de même, c'est probablement une des premières courbes qui ajuste un modèle à des données dans les sciences de la vie. Et c'est tout de même assez impressionnant, parce que bon, même si bon, peut-être que certains paramètres ne sont pas très réalistes, mais c'est tout de même impressionnant d'avoir quelque chose qui... Il n'y a pas beaucoup de points qui sont très loin de la courbe. Bien, donc après cet historique, on va essayer de présenter les principaux modèles de l'épidémiologie. Enfin, je vais vous présenter les modèles classiques, et puis j'essaierai de vous expliquer qu'il ne faut pas s'arrêter là, mais je n'irai pas plus loin parce que ça serait trop technique de vous présenter d'autres modèles, mais je motiverai d'autres choses. Alors, dans les modèles de l'épidémiologie, donc les modèles de l'épidémiologie sont essentiellement des modèles compartimentaux. C'est-à-dire que la population, vous avez une population qui est divisée en compartiments, subdivisée en compartiments. Donc il y a le compartiment S, S comme susceptible. Donc ça, ce sont les individus sains qui sont susceptibles, qui peuvent attraper la maladie s'ils rencontrent une personne infectée, infectieuse. Donc grand I, ce sont les infectés qui sont infectieux. Grand R, ce sont les remis. Alors c'est soit des individus qui sont guéris et donc du coup qui sont immunisés. Éventuellement, on peut mettre là-dedans les morts. Bon, mais bon, enfin, il faudrait... On peut tout mettre dans R, mais après, ça va éventuellement changer les modèles. Et dans certains modèles, il y a d'autres compartiments, comme E. E veut dire expose, ce sont ceux qui ont attrapé la maladie, mais qui ne sont pas encore infectieux. C'est la période d'incubation, si vous voulez. D, ce sont les morts. M, ce sont les enfants qui héritent de leur mère d'une immunité. V, ce sont les vaccinés. Enfin bon, il y en a encore d'autres. Bon, mais je vais me limiter à des modèles où il y a les trois catégories S, I, R pour simplifier. Alors, je vais vous présenter les modèles les plus simples. Et pour ça, je vais supposer que la taille de la population est constante. Ce qui est relativement raisonnable si l'épidémie dure un temps relativement court par rapport aux constantes de temps d'évolution de la taille de la population. Évidemment, c'est important aussi de prendre en compte les modifications de la taille de la population. Mais on va essayer d'expliquer les idées de base. Je ne cherche pas à faire des choses les plus compliquées. Donc j'appellerai ST le nombre de susceptibles à l'instant T, IT le nombre d'infectés à l'instant T, et RT le nombre de remis à l'instant T. T peut être discret, 0, 1, évidemment c'est 2 avant 3, là, pardon, ou continu, T positif ou nul. Les trois modèles les plus simples, je vais vous présenter tous les trois, c'est SIS, SIR, SIRS. Donc l'hypothèse d'une taille de population constante implique que dans le modèle SIS, ST plus IT, ça vaut N pour tout T, hein, ça ne change pas avec le temps. Et dans les modèles SIR et SIRS, c'est ST plus IT plus RT qui vaut grand N. Bien. Alors, donc, schématiquement, le modèle SIS, vous avez les susceptibles qui deviennent infectés et les infectés qui guérissent et qui redeviennent susceptibles. Et donc, il y a un cycle. Dans le modèle SIR, les susceptibles deviennent infectés et les infectés, tôt ou tard, passent dans la case des remis. Et à ce moment-là, soit ils sont morts, soit ils sont vivants mais immunisés. Et donc, ils ne quittent pas
cette case R, ils ne reviennent pas en S. Et par contre, dans le modèle SIRS, eh bien, on a un cycle, les susceptibles sont infectés, les infectés sont remis, et les remis, l'immunité se perd au bout d'un certain temps, et donc ils redeviennent susceptibles. Bien. Alors maintenant, il faut expliquer comment on modélise les mécanismes de passage d'un comportement à un autre. Donc chaque infecté fait bon, on suppose qu'au début de l'histoire, il y a essentiellement, en général, au début de l'histoire, il n'y a pas de remis, il y a des susceptibles et il y a au minimum quelques infectés, sinon il ne se passe rien. Donc chaque infecté fait des rencontres au taux petit c. Quand je dis au taux, ça veut dire, ça c'est le nombre moyen de rencontres par unité de temps. Donc par unité de temps, chaque infecté rencontre en moyenne petit c individus autour de lui. Et chacune de ces rencontres, si elle se produit avec un individu susceptible, provoque une contamination avec la probabilité P. Et donc bêta égale C fois P, c'est le nombre moyen de susceptibles contaminés par un infecté, un infectieux, par unité de temps. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, si bêta égale C fois P, le nombre moyen de susceptibles contaminés par I par unité de temps, c'est bêta fois S sur N. Alors pourquoi S sur N? Bien, j'assimile la probabilité que le rencontré soit un susceptible avec la proportion de susceptibles dans la population. D'accord? Et donc bêta fois S sur N, ça va être le nombre moyen de susceptibles contaminés par un infecté par unité de temps. Et maintenant, il faut multiplier par le nombre d'infectés pour avoir le nombre d'infections qui se produisent par unité de temps. Et puis, en outre, chaque infecté guérit au taux gamma. Et puis dans le modèle SIRS, en plus, alors guérit au taux gamma, c'est soit passe dans R, soit passe dans S, suivant le modèle qu'on regarde. Et en outre, dans le modèle SIRS, chaque remis perd son immunité au taux delta. Donc à chaque fois, au taux, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire chaque infecté guéri au taux delta? Ben, on va voir dans les équations et puis je vous repréciserai à ce moment-là. Alors, si on applique les règles ci-dessus, on obtient... Donc ça, c'est un modèle SIR en temps discret qui a été écrit par Kermack et McKendricks. Donc, si le nombre de susceptibles à l'instant n, c'est Sn, le nombre de susceptibles à l'instant n plus 1, c'est Sn moins le nombre de personnes qui sont infectées entre l'instant n et l'instant n plus 1. Donc ça, c'est bêta Sn sur n fois In. Et puis le nombre d'infectés à l'instant n plus 1, c'est le nombre d'infectés à l'instant n, plus le nombre de nouveaux infectés, moins ceux qui guérissent. Donc ici, dans cette écriture-là en temps discret, gamma est forcément entre 0 et 1. Vous voyez, si j'avais écrit In plus 1 égale In moins gamma In, eh bien c'est facile par un petit calcul, une sommation de série géométrique, de voir que le temps moyen pendant... S'il n'y avait pas de nouveaux infectés, si on partait avec un stock d'infectés qui guérissaient, eh bien le temps moyen qu'il faudrait pour qu'un infecté guérisse, ce serait 1 sur gamma. Donc là, le fait de mettre moins gamma IN, ça veut dire exactement que le temps moyen d'infection le temps moyen pendant lequel un infecté reste infectieux, le temps moyen d'infection, c'est 1 sur gamma. Et ça va être très important dans la suite. Et puis, évidemment, Rn augmente, enfin, ceux qui sortent de la case IN, ils vont dans la case Rn, donc on a forcément le moins bêta Sn sur grand N IN, il devient un plus ici, le moins gamma IN, il devient un plus gamma IN, c'est tout à fait naturel. Maintenant, évidemment, le modèle, vous voyez bien qu'il marche, c'est très facile de diviser par grand N. Donc si maintenant j'essaye de raisonner non pas en nombre de susceptibles, nombre d'infectés, mais en proportion dans la population de susceptibles d'infectés de remis, eh bien je vais avoir le système suivant. Non, c'était pas ça, pardon. Ça va venir juste après. Donc on voit que l'épidémie va se développer tant... Alors oui, c'est ça que je voulais dire d'abord. On voit que l'épidémie va se développer tant que ce nombre-là est strictement positif.
Et ça veut dire tant que Sn est plus grand que grand N. Vous voyez que l'épidémie, enfin, IN va croître, le nombre d'infectés va croître, tant que ce facteur-là est plus grand que gamma. Et donc ça revient à dire tant que Sn est plus grand que grand N bêta sur gamma. Et en particulier, si à l'instant initial, bon, souvent on étudie une épidémie qui démarre avec un petit nombre d'individus, parce que c'est ça la réalité souvent des épidémies, c'est que l'épidémie est déclenchée par un ou un petit nombre d'infectés. Donc si à l'instant initial il y a un petit nombre d'infectés, et puis il n'y a pas de remis, eh bien S0 c'est presque grand N. D'accord ? Parce que grand N, il faut imaginer que grand N c'est un nombre qui est grand, on a une population assez grande. Donc S0 c'est pratiquement grand N, donc Sn, S0 sur grand N ça fait 1, et donc on va avoir une chance que l'épidémie se développe si bêta sur grand N est plus grand que 1. Attendez, j'ai l'impression que c'est l'inverse là. Il doit y avoir... Oui, il y a une faute grossière, donc je suis désolé. Évidemment, la condition, c'est pas Sn plus grand que, ce qui est écrit sur le transparent, mais c'est Sn plus grand que grand N gamma sur bêta. Heureusement que c'est comme ça, parce que ça ne l'est pas du tout. Donc ça, c'est équivalent à bêta sur gamma plus grand que grand N sur Sn, et en particulier à l'instant 0. À l'instant 0, pour que l'épidémie puisse se développer, il faut en tous les cas que bêta sur gamma soit plus grand que grand N sur S0, qui en général sera assimilé à 1. Et donc ça va être la condition pour avoir une épidémie qui se développe, c'est bêta sur gamma plus grand que 1. Donc la conclusion est bonne, mais je m'excuse, il y a une formule qui est fausse en cours de route. Bien. Donc on a... Je vous donne un exemple de simulation numérique. Alors dans cet exemple, gamma vaut 1. Ça veut dire que tout le monde guérit au bout, le temps de la période d'infection, c'est exactement 1. Et puis le petit p qui est indiqué là, en fait, vous voyez que le paramètre, là il y a un paramètre bêta sur grand N, donc petit p c'est bêta sur grand N. Donc si petit p vaut 24 sur 10 000, alors voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que vous avez l'infection qui démarre, le nombre d'infectés croît, puis se stabilise et décroît. Et puis ça, c'est le nombre de susceptibles qui décroît. À la fin, il reste guère plus de 10% de la population qui n'a pas été touchée par la maladie. Et le nombre de remis, évidemment, croît en sens inverse. Et puis là, c'est pour un P qui est un peu plus petit, il y a nettement moins d'individus qui sont touchés par l'épidémie. Bien, donc vous voyez, là, dans un modèle de ce type-là, modèle SIR, où les individus, une fois qu'ils ont été touchés par la maladie, ils ne vont pas redevenir susceptibles. Évidemment, on s'attend à ce qu'une épidémie qui dure un certain temps, et puis ensuite elle s'arrête, parce qu'il n'y a plus de combustible en quelque sorte pour permettre de continuer la maladie. Donc ça va être très différent dans les cas SIS. Donc justement, je regarde le modèle SIS cette fois-ci en temps continu. Donc maintenant, j'ai une équation différentielle, ds sur dt, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, que dans le modèle en temps discret, sauf que là j'ai une dérivée en temps, ds sur dt, une vitesse si vous voulez, de variation, ds sur dt qui vaut moins bêta st sur grand N fois it, plus gamma it, et dit sur dt qui vaut l'inverse, puisque la somme doit être constante égale à 1. Donc vous voyez que vous avez le moins gamma it de nouveau, ça correspond exactement au fait que le temps d'infection moyen c'est 1 sur gamma, et d'autre part, eh bien, les infectés qui guérissent, ils redeviennent susceptibles dans ce modèle-là. Donc le plus gamma it se trouve à la ligne ds sur dt. Donc là, je fais ce que j'avais annoncé tout à l'heure, mais que je n'ai pas fait dans le cas du modèle discret. Je regarde les proportions, donc les proportions susceptibles, proportions d'infectés. Donc je l'appelle petit s et petit i.
Et puis j'utilise évidemment la relation maintenant les petits s plus petit st plus petit it égale 1 pour tout t. Et donc on obtient évidemment une équation en dimension 1, di sur dt égale bêta it1 moins it moins gamma it. À nouveau, pour qu'une épidémie puisse se déclencher dans le cas où S de 0 est presque 1, I de 0 presque 0, il faut que bêta sur gamma soit strictement plus grand que 1. Et si bêta sur gamma est strictement plus grand que 1, l'équilibre endémique, donc c'est facile de voir que, vous voyez, pour avoir un équilibre, alors, on veut regarder le comportement en temps long de la solution d'une équation différentielle, c'est des choses qui ne sont pas très difficiles. S'il y a une limite, eh bien cette limite doit satisfaire que ça veut dire qu'il y a une solution constante à cette équation, donc une solution avec di sur dt égale 0. Donc ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui vérifie bêta x1 moins x moins gamma x égale 0. Et c'est facile de voir qu'il y a deux solutions. Il y a au plus deux solutions. Il y a de toute façon i égale 0 qui est une solution. Et puis quand bêta est plus grand que gamma, quand bêta sur gamma est plus grand que 1, il y a une autre solution qui est bêta moins gamma sur bêta. Je vous rappelle que i, c'est forcément un nombre entre 0 et 1. Donc si vous trouvez des solutions en dehors de 0 et 1, ce n'est pas bon. Bien. Donc, dans le cas, je reviens, dans le cas bêta sur gamma plus grand que 1, l'équilibre qu'on appelle l'équilibre endémique, c'est-à-dire une maladie qui se maintient à un certain niveau au cours du temps, est asymptotiquement stable, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, est asymptotiquement stable, alors que l'équilibre sans malade est instable. Et dans le cas inverse, bêta sur gamma plus petit que 1, il y a un seul équilibre qui est stable, qui est l'équilibre sans malade. Bien. Le modèle suivant, c'est le modèle SIR. Donc on revient à l'analogue en temps continu du modèle que j'avais regardé en temps discret il y a un instant. Donc maintenant, c'est ds sur dt égale moins bêta st sur n fois it. dit sur dt égale bêta st sur n it moins gamma it. Et dr sur dt égale gamma it. Bon, c'est simple. On peut de nouveau écrire un modèle réduit pour les proportions, donc grand S sur grand N, grand I sur grand N, grand R sur grand N, les proportions ds sur donc st, it, et puis le rt, on peut s'en débarrasser en utilisant le fait qu'évidemment, petit st plus petit it plus petit rt égale 1 pour tout t. Et donc, on peut tout... Enfin, non, il n'y a même pas besoin d'utiliser ça, excusez-moi. Vous voyez que R n'apparaît pas dans les deux premières équations. Donc, on peut écrire un système pour les deux premières inconnues. Et le RT s'en déduit. Une fois qu'on a la solution de l'équation, évidemment, le RT s'en déduit. Bien. Donc, alors là maintenant, puisque donc on revient à ce que j'avais dit, les courbes que j'ai montrées juste avant. Là, on a une situation où les infectés ne redeviennent jamais susceptibles et donc la maladie, il va y avoir une épidémie. Enfin, s'il y a une épidémie, il y en a une, mais elle ne va pas durer éternellement et elle va finir par s'éteindre. Donc quand t est à l'infini, hein, souvenez-vous des courbes que j'ai montrées là, ces courbes-là, hein, ça c'est le IT qui décolle mais qui ensuite revient à zéro. Donc on a forcément, dans ce modèle-là, on a forcément quand t est à l'infini, IT tend vers 0. ST converge vers 1 moins gamma fois... non, je ne sais pas pourquoi gamma. Si, c'est ça, c'est parce que... Pardon. J'aurais dû commencer par dire que donc IT tend vers 0. Évidemment, RT c'est... Je suppose que R0 égale 0. Donc RT, c'est gamma fois l'intégrale de I. Donc dans les variables petites, minuscules, les proportions... Donc petit rt converge vers gamma somme 0 à t de it dt. Et puis donc st converge vers 1 moins la différence, 1 moins rt évidemment, puisque it tend vers 0. Tout ça, c'est pas difficile. Voilà. Et puis le dernier modèle, le modèle le plus compliqué que je vais considérer, dont je vais vous parler, enfin, c'est le modèle SIRS. Donc là maintenant, les susceptibles deviennent infectés, les infectés deviennent remis, les remis redeviennent susceptibles. Donc c'est du même type que les modèles précédents. De nouveau, je peux l'écrire en modèle réduit, c'est-à-dire en termes des proportions. Cette fois-ci, évidemment, je suis obligé d'utiliser la relation ST plus IT plus RT égale 1 pour tout T, afin de remplacer RT par quelque chose en fonction du système à deux inconnus. Donc j'ai une équation en dimension 2.
Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien là, je vais avoir de nouveau, je suis comme dans le cas SIS, sauf qu'il y a un compartiment de plus. D'ailleurs, on pourrait rajouter encore, on pourrait compliquer en rajoutant le compartiment des exposés, des gens qui sont malades mais qui ne sont pas encore infectés. On pourrait avoir un temps de latence, ça rajouterait une équation de plus. Bon, ça n'apportera pas grand-chose à ce que je vais vous raconter. Donc là, vous allez avoir toujours, si bêta est plus grand que gamma, vous aurez un équilibre endémique qu'il est très facile de calculer. Vous écrivez que ds sur dt égale 0, di sur dt égale 0. Vous trouvez un équilibre endémique, S égale gamma sur bêta, I égale delta bêta moins gamma sur bêta delta plus gamma. Pardon, c'est bêta moins gamma, évidemment. Bien, voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, maintenant, je voudrais revenir. Donc, je vous ai parlé de cette condition bêta sur gamma plus grand que 1. Alors, ce bêta sur gamma, dans ce modèle-là, c'est une quantité qui est définie plus généralement et qui joue un rôle important en épidémiologie. Mais pour l'introduire, je voudrais vous parler d'un type de modèle un tout petit peu différent, qui sont les processus de Galton-Watson. Alors, qu'est-ce que c'est que les processus de Galton-Watson? Donc, je pense que c'est aussi, je ne sais plus si c'est 18e ou début ou 19e, ça doit être 19e siècle, le révérend Watson s'inquiétait de ce que les noms des familles nobles anglaises pouvaient disparaître. Et pour savoir si un nom d'une famille noble va disparaître, eh bien, il faut regarder le nombre d'enfants mâles des différents porteurs du nom et voir si, au cours des générations, il y en aura toujours ou si ça va s'éteindre. Et donc, avec Galton, ils ont formulé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les processus de branchement, processus de Galton-Watson. Donc, alors, c'est des processus de population avec une notion de génération. Et justement, dans les épidémies, j'en ai pas parlé jusque-là, mais il y a aussi une notion de génération. Parce qu'on a dit un infecté transmet la maladie, infecte un susceptible, un certain nombre de susceptibles. Donc si l'infecté initial, mettons qu'on introduise un infecté initial dans la population au départ, l'infecté initial c'est la génération 0, il va directement infecter un certain nombre d'individus qui vont constituer la génération 1, lesquels infecteront à leur tour d'autres individus qui constitueront la génération 2, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a une notion de génération en épidémiologie. Attention que cette génération n'est pas liée mécaniquement au temps. C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'un individu de la génération 10 soit infecté avant un individu de la génération 3. Parce que les périodes d'infection, le temps qu'il faut attendre avant que quelqu'un soit infecté, ça, j'en ai pas parlé, j'ai juste dit Monsieur X infecte Y1, Y2, Y3, YI infecte Z1, etc. Bon. Alors voilà, ça c'est un dessin d'un processus de Galton-Watson. Le temps s'écoule dans le sens horizontal. Vous avez deux ancêtres à l'instant initial, ça c'est la génération 0. Mettons que chacun a juste un fils, donc ça c'est la génération 1. Et puis chacun de ces deux-là a exactement 2 enfants, donc ça fait 4 enfants à la génération suivante. Et puis celui-ci en a 3, celui-ci en a 0, celui-ci en a 0, celui-ci en a 2, etc., etc. Et puis dans mon dessin, ça s'éteint en temps fini. Alors dans un processus de Galton-Watson, si on note xi, ki, le nombre de descendants du ième individu de la génération k, eh bien, on suppose que les variables aléatoires xi, ki, donc k c'est l'indice de la génération, i c'est l'indice du numéro de l'individu dans la génération correspondante, on suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes, identiquement distribuées, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes et qu'elles ont toutes la même loi de probabilité. Donc je vais appeler xi une variable aléatoire qui possède cette loi commune de ces variables aléatoires. Et ce qu'on démontre, c'est que si l'espérance mathématique de xi, c'est-à-dire le nombre moyen de fils de n'importe quel individu dans la population, est plus petit ou égal à 1, alors le processus s'éteint presque sûrement en temps fini. Par contre, si l'espérance de xi est strictement plus grand que 1, alors avec une probabilité P, strictement entre 0 et 1, que l'on peut calculer en fonction de la loi de xi, le processus ne s'éteint pas.
Et sur l'événement non-extinction, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'éteint pas, eh bien la taille de la population de la génération n croît comme W, qui est une variable aléatoire, positive, fois espérance de xi à la puissance n. Donc autrement dit, donc ça, le cas E de xi strictement plus petit que 1, on dit que c'est le cas sous-critique, E de xi égale 1, c'est le cas critique, le cas E de xi strictement plus grand que 1, c'est le cas appelé surcritique. Donc dans le cas surcritique, soit on a extinction, soit on n'a pas extinction, mais quand on n'a pas extinction, on a forcément explosion de la taille de la population au cours des générations et explosion exponentielle. Bon, ça se comprend bien intuitivement que si ça n'explosait pas, il y aurait une probabilité, à chaque génération, il y aurait une probabilité majorée d'avoir une extinction, et donc à la longue, il y aurait une extinction. Donc pour qu'il n'y ait pas extinction, il faut obligatoirement qu'il y ait explosion de la population. Alors, revenons aux épidémies. Donc je suppose que la taille grand N de la population est suffisamment grande et que le nombre initial d'infectés au tout début de l'épidémie est petit, de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, vous imaginez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un an ou deux, il y avait deux voyageurs qui étaient rentrés en avion d'Asie, qui avaient ramené le SRAS ou je ne sais plus quelle grippe qui faisait peur à tout le monde. Et bon, voilà. Donc on est dans cette situation. On a une grande population, un tout petit nombre d'infectés. Alors on peut tout à fait assimiler le début d'une épidémie à un processus de Galton-Watson. Pourquoi? Parce que le nombre d'individus que chaque infecté va rencontrer, on peut considérer que c'est une variable aléatoire indépendante identiquement distribuée. Et puis au début de l'épidémie, tout le monde est susceptible. Donc la probabilité qu'une personne rencontrée soit susceptible, on considère que c'est 1, donc ça ne change pas. Quand l'épidémie va se développer, ça sera différent. Parce qu'évidemment, la probabilité que la personne rencontrée soit susceptible va dépendre beaucoup de ce qui s'est passé entre-temps, etc. Bon, donc là, ça sera différent. Mais au début, on peut assimiler ça à un processus de Galton-Watson. Donc voilà, dès qu'elle se développe, ce n'est plus un processus de Galton-Watson. Mais ce qui, en épidémiologie, on appelle R0, le nombre moyen de susceptibles à qui un infecté transmet la maladie au début de l'épidémie. Ça, c'est spécifiquement dans la définition, c'est au début de l'épidémie. Et au début de l'épidémie, c'est les conditions que j'ai données là, c'est-à-dire grande population et tout petit nombre d'infectés au début. Et donc, si les durées d'infection sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, delta t, ce qui est assez raisonnable, et si chaque malade a des contacts au taux C, alors là, comme je suis en train d'avoir un langage probabiliste, contact au taux C, ça veut dire, suivant un processus de Poisson d'intensité C, ou ça veut dire essentiellement que le nombre... Disons simplement que le nombre moyen de contacts par unité de temps, c'est C. Bon. Et puis que le fait d'avoir plus de contacts à une période ne va rien changer sur savoir si on en aura plus ou moins à la période suivante. Il suffit d'avoir compris ça. Essentiellement, je vous ai dit ce que c'était qu'un processus de Poisson, quasiment. Donc, sous ces conditions, chaque rencontre provoquant la transmission de la maladie avec la probabilité P, alors R0 dans ce cas-là, donc le nombre moyen d'individus qu'un infecté à qui il va transmettre la maladie, c'est bêta fois l'espérance de delta t, avec ici bêta égale C fois P, le nombre moyen de contacts fois la probabilité que le contact résulte dans la transmission de la maladie. Donc, si R0 est plus petit ou égal à 1, l'introduction d'un tout petit nombre d'infectés dans une grande population n'a aucune chance de provoquer une épidémie majeure, puisque le processus de branchement va s'éteindre en temps fini, et donc bien avant qu'on ait atteint une proportion, bien avant que le nombre de malades ait atteint une proportion significative de la population. Par contre, si R0 est plus grand que 1, alors attention, si R0 est plus grand que là, dans la littérature épidémiologique, on lit quelquefois des choses qui ne sont pas correctes. Si R0 est plus grand que 1, l'introduction d'un petit nombre d'infectés dans une grande population a une probabilité positive de provoquer une épidémie majeure, mais pas une probabilité égale à 1, une probabilité positive. Il est possible que. Et on peut même calculer, enfin il y a deux cas, au moins deux, bon, on peut toujours calculer, mais enfin il y a deux cas où c'est facile de calculer
cette probabilité, et en plus où elle se calcule directement en fonction de R0, c'est le cas où delta t suit une loi exponentielle. Et dans ce cas-là, la probabilité d'une épidémie majeure avec un infecté à l'instant 0 vaut R0 moins 1 sur R0. Vous voyez que ça tend vers 0 quand R0 tend vers 1, ce qui est tout à fait logique. Et ça augmente quand R0 augmente. Et dans le cas où delta t est déterministe, cette probabilité, c'est la solution strictement positive de l'équation x plus e puissance moins R0x égale 1. Bon. Dans les autres cas, on peut aussi le calculer, mais ça ne se calcule pas uniquement en fonction de R0. Il faut utiliser les paramètres de la loi de Probit en question. Bien. Alors, maintenant, on peut parler de la vaccination. Ça, c'est une des choses que l'épidémiologie mathématique a permis de comprendre. C'est quelle proportion d'une population faut-il vacciner pour empêcher qu'une épidémie se développe? Supposons qu'une fraction Q de la population soit vaccinée et donc immunisée contre la maladie. Alors, au début de l'épidémie, chaque contact se fera avec un susceptible avec la probabilité 1 - Q. Et donc, le nombre moyen d'individus à qui un infecté transmet la maladie vaut un R0 corrigé, qui est un R0V. R0 pour la population vaccinée, c'est 1 - Q fois R0. D'accord? Puisqu'il faut multiplier le nombre moyen d'individus à qui on transmet la maladie, il faut le multiplier par la probabilité que l'individu rencontré soit susceptible, qui était 1 dans le cas précédent, qui maintenant est 1 - Q. Donc si R0 est plus grand que 1, si R0 est plus petit ou égal à 1, ce n'est pas la peine de vacciner puisqu'il n'y aura pas d'épidémie. Eh bien, pour rendre impossible une épidémie majeure, il faut vacciner la fraction R0 moins 1 sur R0 de la population totale pour que ce produit soit plus petit, soit égal à 1 ou plus petit. Enfin, il faut vacciner au moins cette fraction pour que ce produit soit plus petit ou égal à 1. Remarquons par ailleurs que si vous vaccinez une fraction plus petite que cette quantité, vous n'allez pas empêcher complètement une épidémie. Mais vous allez tout de même obtenir deux résultats. Premièrement, vous allez réduire la probabilité d'une épidémie majeure. D'accord? Comme on a vu, elle dépend de R0. Et vous allez limiter les dégâts, au sens que s'il y a une épidémie qui se déclenche, le nombre total d'infectés va tout de même être réduit par rapport à la situation s'il n'y avait pas eu de... Et réduit, c'est pas seulement... Bon, il faudrait faire un calcul plus détaillé. C'est pas seulement que ceux qui sont vaccinés vont évidemment pas être malades, mais il y aura moins de malades au total parce que... d'accord, de toute façon, une épidémie, typiquement, ne va pas toucher toute la population. Elle va toucher une fraction de la population. Et si vous vaccinez une partie de la population, elle va toucher une fraction réduite de la population. D'accord? Donc là, évidemment, on est en train de, vous voyez qu'ici, on est en train de raisonner non pas en se disant, moi ou ma petite sœur, etc., est-ce qu'il va être malade, est-ce qu'il ne va pas être malade. On est en train de raisonner en termes de santé publique. On ne veut pas qu'il y ait une épidémie majeure, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de malades. On veut protéger la population dans sa globalité. Et évidemment, on n'arrive jamais à vacciner la totalité d'une population. Ça serait... Il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet. Bon, alors, on sait estimer le fameux R0 pour différentes maladies bien connues, avec des nombres qui peuvent varier suivant les conditions climatiques, suivant certaines situations, et donc on en déduit les Q critiques, qui sont évidemment assez élevés. Alors, je reviens maintenant au modèle en temps continu dont je vous ai parlé précédemment. Donc on avait le modèle SIS. Le modèle SIS, c'était DI sur DT égale bêta IT, 1 moins IT, moins gamma IT. Donc si bêta est le nombre moyen, donc ici bêta est le nombre moyen par unité de temps de contamination provoquée par un infecté au début de l'épidémie, puisqu'au début de l'épidémie, la proportion susceptible, c'est 1, et réputée est égale à 1. Donc bêta est exactement le nombre moyen de contamination, si vous vous souvenez, bêta égale C fois P, si vous vous souvenez comment je l'ai défini précédemment. Bêta, c'est bien le nombre moyen par unité de temps de contamination provoquée par un infecté, au début de l'épidémie. Mais R0, c'est au début de l'épidémie qu'on le calcule. Hein. Tandis que 1 sur gamma, c'est la durée moyenne d'infection. Et donc, R0, c'est bêta sur gamma.
Et R0 égale bêta sur gamma strictement plus grand que 1, c'est une condition nécessaire pour qu'une épidémie majeure soit possible. Ça n'entraîne pas, c'est une condition nécessaire, pas une condition suffisante. C'est-à-dire que si R0 est plus grand que 1, je répète, il y a une probabilité non nulle d'avoir une épidémie suite à l'introduction d'un petit nombre d'infectés. Ça n'entraîne pas de facto que l'introduction d'un petit nombre d'infectés provoquera nécessairement une infection. Vous voyez, alors, quand on regarde ce modèle, on voit que bêta sur gamma plus grand que 1, ça entraîne que l'équilibre sans malade, I égale 0, est instable. Donc vous allez me dire, s'il est instable, dès que vous mettez une perturbation, on va avoir une épidémie, on va quitter l'équilibre stable 0. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ce que je viens de dire, c'est que dans le cas R0 plus grand que 1, donc ça entraîne l'instabilité de l'équilibre sans malade. Ça veut dire que l'introduction d'un nombre d'infectés égal à une fraction significative de la population totale, souvenez-vous qu'on est en train de parler ici de proportion. Je suis en train de parler de proportion par rapport à la taille totale de la population. Donc si vous introduisez cette proportion, et en plus ce modèle, il est obtenu en faisant tendre la taille de la population vers l'infini. Donc si vous introduisez un infecté, 2 infectés, 3 infectés, ça veut dire I0 égale 0. Donc si vous voulez avoir un I0 qui est non nul, ça veut dire qu'il faut introduire au début de l'épidémie une fraction strictement positive de la population totale. Epsilon fois grand N, avec un epsilon qui peut être relativement petit, mais epsilon. D'accord? Et là, effectivement, l'instabilité de l'équilibre sans malade va faire que si vous introduisez une fraction significative de la population totale, un nombre d'infectés égal à une fraction significative de la population totale, là vous aurez une épidémie à coup sûr avec probabilité 1. Ça sera quelque chose de déterministe et plus d'aléatoire. Bon, maintenant je veux revenir à la malaria et vous expliquer, utiliser les mathématiques que j'ai introduites pour expliquer l'argument de Ross. Alors, je vais d'abord vous faire un raisonnement, disons, en temps discret, en termes de génération, et puis ensuite on va regarder aussi des équations différentielles, un des modèles que Ross a écrit, parce qu'il faut tout de même lui faire honneur. Donc je me place au début d'une épidémie de malaria, c'est-à-dire pas d'humains, très peu de moustiques infectés. Pas d'humains infectés, très peu de moustiques infectés. Donc la durée d'infection d'un moustique, disons que c'est delta TV, et le moustique, je vais supposer que c'est déterministe pour simplifier ici. Sinon, il faudrait mettre des espérances dans ce qui suit. Le moustique pique les humains au taux petit c, chaque piqûre transmettant la maladie avec la probabilité P indice V. V, c'est pour vecteur. J'aurais pu mettre M comme moustique, mais le moustique, c'est le vecteur de la maladie. Donc l'indice, c'est V. Donc voilà. Et donc le moustique infecte en moyenne petit c fois PV fois delta TV humain. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de piqûres par unité de temps. Ça, C fois PV, c'est le nombre de piqûres qui provoquent une infection par unité de temps, et vous multipliez par la durée. Bon. Maintenant, je prends un humain, puisqu'il y a le cycle. L'agent infectieux est transmis et implanté par le moustique dans l'homme. Il fait quelque chose chez l'homme, je ne vais pas vous expliquer les détails parce que je n'y comprends pas grand-chose, je ne suis pas médecin. Et puis ensuite, d'autres moustiques sains vont venir piquer l'homme et vont s'infecter au contact de l'homme. Donc la durée d'infection d'un humain est delta TH. L'humain est piqué au taux C fois M, où M est le nombre de moustiques par humain. Vous voyez que si C est le nombre de piqûres par unité de temps qu'un moustique, le nombre d'humains qu'un moustique pique par unité de temps, et si M est la proportion des moustiques par rapport aux humains, le nombre de moustiques par humain, eh bien C fois M doit normalement être le nombre de piqûres qu'un humain a à endurer par unité de temps. Chaque piqûre transmet la maladie au moustique avec la probabilité pH, et donc un humain infecte en moyenne C fois M fois pH fois delta TH. Moustique, ça c'est le nombre moyen de moustiques qu'un humain infecte. Et donc finalement,
en 2 étapes, en 2 coups. Le moustique infecte l'homme, l'homme infecte le moustique infecte des hommes, les hommes infectent des moustiques. En un aller-retour de ce mécanisme, et bien finalement, un moustique va provoquer en moyenne l'infection de C carré fois M fois PV fois pH fois delta TH fois delta TV fois delta TH moustique à l'étape suivante. Et ça, on peut considérer que ça, c'est R0. Si ce R0 est plus grand que 1, on a de bonnes chances d'avoir une épidémie. S'il est plus petit ou égal à 1, on n'aura certainement pas d'épidémie. Donc ça, c'est une description possible qui constitue les 4 premiers exercices d'un excellent livre, le plus récent sur les mathématiques des épidémies, dont je dirai peut-être un mot tout à la fin. Voilà. Alors, on peut reprendre la même chose d'une façon un peu différente. On va écrire des équations différentielles, soit xt la fraction des humains infectés à l'instant t, yt la fraction des moustiques infectés à l'instant t, avec les notations ci-dessus, en supposant que delta th, delta tv sont des variateurs exponentiels de moyenne 1 sur gamma, 1 sur mu, on aboutit naturellement au modèle. Alors tout ça, c'est en grande population, il y a une limite, etc. dxt sur dt égale mc fois pv y 1 moins x moins gamma x. Donc ça, vous voyez, c'est la proportion d'infectés chez les humains augmente en proportion du nombre de moustiques, de la proportion des moustiques infectés et de la proportion des humains susceptibles, c'est tout à fait naturel. Et puis il diminue parce que les gens guérissent, c'est le moins gamma x. Il manque un indice t ici, pardon. Et dyt sur dt, c'est cph 1 moins yt xt moins mu yt. Donc c'est un peu la même équation avec un paramètre différent, mais en symétrisant en xy. Alors, on peut calculer le R0. Vous voyez, si l'équation était en dimension 1, le R0, c'était en gros ce paramètre-là divisé par gamma. Là, en équation en dimension 2, en réalité, bon, il y a une méthode générale qui est encore donnée dans le même livre dont je parlais à l'instant. Il y a une méthode générale pour calculer R0 dans des modèles différentiels qui consiste à linéariser l'équation au voisinage de 0 et à calculer le rayon spectral d'une certaine matrice. Je ne précise pas laquelle parce que c'est inutilement compliqué. Mais si on applique cette formule pour calculer R0, dans ce modèle, on va trouver C fois racine de MPVPH divisé par gamma mu. Alors, par rapport à ce que j'avais calculé à la page précédente, en fait, delta TV, delta TH, c'est 1 sur gamma mu. Et donc, vous voyez que la différence entre les deux, c'est que l'un est la racine carrée de l'autre. Alors là, c'est tout simple. C'est que dans la définition de R0, il y a une notion de génération. Et donc, l'idée, c'est, dans ce que je vous ai décrit au transparent précédent, le modèle en temps discret, vous avez un modèle générationnel, vous avez les moustiques qui infectent les hommes qui infectent les moustiques. Donc ça, est-ce que c'est... Il y a 2 étapes. Est-ce que ces 2 étapes, c'est une génération ou 2 générations? Si on décide que c'est 2 générations, il faut prendre la racine carrée et on trouve ce R0 là. Et puis sinon, on ne prend pas la racine carrée. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave parce que la question, c'est de savoir si c'est plus grand que 1 ou plus petit ou égal à 1 et qu'on prenne un nombre ou sa racine carrée, ça ne va rien changer. Bien. Alors, donc, maintenant, évidemment, vous voyez que dans ce R0, il y a au numérateur, petit m, qui est le nombre de moustiques par humain. Donc une sorte de densité de moustiques divisée par la densité des humains. Et donc vous voyez que si on réduit, une façon d'essayer de ramener R0 en dessous de 1, on peut évidemment essayer de jouer sur les pH-PV. Par exemple, PV, si vous prenez les médicaments qu'il faut, vous n'allez pas être infecté. Donc ça, vous allez ramener PV, PV va devenir très proche de 0. Donc ça, c'est une façon de réduire le R0, mais ou alors de mettre les moustiques imprégnés, etc. Enfin, il y a toutes les méthodes qu'on connaît. Mais donc la première idée de Ross, c'était de dire, on diminue M. Si on diminue M de telle sorte que toute cette quantité soit plus petite que 1, eh bien on a gagné, il n'y aura pas de malaria, il n'y aura pas d'épidémie de malaria. Et ça, c'était l'argument de Ross. Il avait bien raison d'affirmer qu'en diminuant la proportion de moustiques par humain, de telle sorte que R0 soit plus petit ou égal à 1, on rend impossible le développement d'épidémies de malaria
même s'il reste des moustiques. Il va rester des moustiques, il y en a quelques-uns qui vont piquer, mais ça va, le mécanisme ne va pas se développer, ça va s'éteindre, il n'y aura plus de malaria. Et c'est ce qui se passe effectivement, par exemple, justement en Provence, en Corse, il y a eu des largages de LTT qui ont fait qu'il y a beaucoup moins de moustiques. Il y a encore des moustiques, hein, ça arrive qu'on soit piqué par les moustiques l'été, mais il n'y en a pas trop, et donc la malaria, il n'y en a pas trop. Il semble que ça peut redémarrer et que maintenant on ne veut plus utiliser des DDT, etc. Donc peut-être qu'il y a des risques que certaines choses désagréables se produisent, mais on verra. Bon, donc je reviens, donc je parlais d'aujourd'hui, mais je reviens à l'époque de Ross. À l'époque de Ross, les médecins de son époque ne comprenaient pas son argument. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu de mathématiques pour comprendre cet argument. Hein, il faut comprendre la notion de système dynamique, de point d'équilibre, etc., de stabilité, etc. Bien. Je voudrais conclure en parlant de nouveaux défis à la recherche en épidémiologie mathématique, en fait à la fois en médecine et en mathématiques pour l'épidémiologie. Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a introduit un peu de probabilité, mais je n'ai écrit que des modèles déterministes. Alors ça, étant moi-même principalement un probabiliste, je le regrette, mais bon. J'ai voulu me limiter à des choses assez simples, c'est pour ça que je me suis limité aux modèles déterministes. En réalité, ces modèles déterministes, ce sont des limites de type loi des grands nombres, enfin ça peut se montrer rigoureusement mathématiquement, dans la limite taille de population tend vers l'infini, de modèles stochastiques qui sont appelés modèles individus centrés, qui sont des modèles où on suit chaque événement d'infection et de guérison. Donc, alors, la première chose, c'est que les modèles déterministes ne sont valables, c'est limite loi des grands nombres. Donc, limite loi des grands nombres, il faut que n soit grand. Et en l'occurrence, n, donc il faut non seulement que n soit grand, que la population soit grande, et il y a un certain nombre de problèmes d'ailleurs d'épidémie qui se posent pour des n petits. Et là, il n'y a rien à faire, on est obligé d'utiliser des modèles stochastiques. On ne peut rien faire avec des modèles déterministes sur des épidémies dans des petites populations. C'est par exemple le problème des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, dans certains services des hôpitaux. Et d'autre part, les modèles déterministes sont valables au début de l'épidémie, ne sont pas valables au début d'une épidémie tant qu'une fraction notable de la population n'est pas infectée. C'est-à-dire tant que IT et ST, les nombres d'infectés susceptibles, enfin les différents compartiments ne concerne pas une fraction significative de la population totale, la loi des grands nombres ne marche pas, n'est pas valable, et ces modèles déterministes ne sont pas valables. Et c'est pour ça, ça explique la différence entre dire R0 plus petit ou égal à, R0 plus grand que 1, c'est seulement, moi je dis, si j'introduis un tout petit nombre d'infectés, c'est seulement une probabilité strictement positive d'avoir une épidémie, et non pas une certitude d'avoir une épidémie. Parce que j'introduis un tout petit nombre d'infectés. Si j'en introduis une fraction significative de la population, oui, alors ça change tout. Bien, et puis la chose suivante que je voudrais dire, c'est d'ailleurs une chose sur laquelle je travaille en recherche, si je regarde les choses en temps long, des petits écarts entre modèles déterminés, donc je suppose que la loi des grands nombres est valide, que j'ai une grande population, que tout est bon, mais les petits écarts entre modèles déterministes et modèles stochastiques, il y en a, même quand elle est grand, et ils vont finir, quand je dis ils peuvent finir, j'aurais dû dire ils finissent inévitablement par s'accumuler pour provoquer une grande déviation par rapport à la loi des grands nombres. Et par exemple, les situations endémiques dans le modèle SIS ou le modèle SIRS, elles finissent par s'éteindre. Ce n'est pas vrai que les situations endémiques durent éternellement. Elles peuvent durer des périodes très longues par rapport à certaines échelles de temps, mais en fait, elles vont finir un jour ou l'autre par s'éteindre sous l'effet d'une accumulation de petites perturbations aléatoires. Donc il y a un certain nombre de choses, les débuts d'épidémie, les fins de situations endémiques, que l'on ne peut comprendre qu'à l'aide de modèles probabilistes. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une autre chose que je voudrais dire, c'est que dans tout ce que je vous ai raconté là, et dans, disons, 90%, peut-être que j'exagère, mais enfin, une grosse partie de la production scientifique en épidémiologie mathématique jusqu'à aujourd'hui, une hypothèse essentielle de tous les modèles, c'est que la population est parfaitement mélangée.
Ça veut dire que chaque infecté a la même probabilité de rencontrer chaque susceptible. Et ça, évidemment, c'est une hypothèse qui est fausse en réalité. Alors, on peut écrire des modèles qui prennent mieux en compte la réalité, donc différents niveaux de mélange. Vous rencontrez plus souvent les gens dans votre rue, dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans vos clubs de je ne sais pas quoi, que les gens que vous croisez. Les gens que vous croisez dans le métro ou dans le bus, vous les rencontrez pas avec la même fréquence. Ce n'est pas les mêmes que vous rencontrez tous les jours. Et puis, on peut aussi prendre en compte le fait que les contaminations vont avoir tendance à se faire le long des réseaux sociaux, ce qui correspond un petit peu à ce que je viens de dire. Et bien sûr, ça complique les choses et ça modifie le calcul de R0, ça rend les choses plus compliquées, mais il y a évidemment des travaux dans ce sens-là qui sont intéressants. Alors, un autre point important, c'est la capacité des virus de muter. Ça, évidemment, c'est une des difficultés à laquelle l'épidémiologie a à faire face, parce que ça rend nécessaire la modification des traitements. Bon, par exemple, pour traiter contre le paludisme, on ne peut plus utiliser la novaquine comme autrefois, mais malheureusement, on est obligé d'utiliser des médicaments qui ont des effets secondaires plus désastreux que les vieux médicaments. Et ça rend aussi difficile la mise au point de vaccins, comme vous le savez, dans le cas du VIH, le fait que le virus mute sans arrêt, ça rend difficile la lutte contre ces maladies. Bon, ceci dit, on commence à avoir des modèles mathématiques qui étudient cette question, et j'ai eu la chance d'écouter un exposé sur ce sujet, justement ce matin, par quelqu'un qui est dans l'assistance. Au passage, je vous signale qu'il y a une menace qui nous guette, c'est l'apparition de virus de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et ça, c'est un danger réel. Et c'est un des problèmes auxquels les services de soins intensifs des hôpitaux ont à faire face, dans le cas des infections nosocomiales. En conclusion, je voudrais dire que l'épidémiologie, évidemment, a eu d'énormes succès. Il y a évidemment beaucoup de maladies, j'en ai parlé, qui ont été complètement éradiquées, dont on peut espérer qu'elles ne reviendront jamais, ou probablement que si elles revenaient, on saurait, du moins si on a les moyens d'appliquer des méthodes de santé publique, des mesures de santé publique suffisamment rigoureuses, on a les moyens de contrôler ces maladies. Mais il y a de nouveaux défis à relever, que je viens d'en citer quelques-uns, et je pense qu'on a besoin de nouveaux modèles et outils mathématiques. Je pense qu'on a de plus en plus besoin de modèles aléatoires pour regarder les choses plus finement que ce qu'on peut faire avec des modèles loi des grands nombres, regarder les épidémies sur les graphes et un certain nombre de choses comme ça. Merci pour votre attention. Peut-être je vais montrer à la caméra ce livre qui est récent, donc de Odo Dickman, Hans Hesselbeck et Tom Britton, Mathematical Tools for Understanding Infectious Disease Dynamics, qui est paru au Princeton University Press il y a 1 an et demi. Donc je pense que c'est le meilleur traité du sujet disponible aujourd'hui. Merci bien.